Bonjour, c'est Jean-Pierre. Je vous amène à la rencontre d'un écrivain pendant une heure ce mercredi sur Altitude FM. Parole d'écrivain, une émission qui se lit ce mercredi de 17h à 18h sur Altitude FM. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, bien, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Frédéric Martin. Bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Pour son dernier livre, J'envisage de te vendre. J'y pense de plus en plus. Publié aux éditions Belfond. Je vous avais reçu déjà là pour deux de vos romans, des romans, Sauf quand on les aime, publié aux éditions Belfond en 2014, et Le vase où meurt cette verveine, chez Belfond également, en 2012. Vous avez écrit également, vous avez commencé d'ailleurs par des nouvelles, puisque vous avez commencé, je crois, votre carrière d'écrivain par des nouvelles, et ensuite vous êtes passé au roman. C'est et ça. puis là, maintenant, vous revenez donc à un recueil de nouvelles. À mes amours d'origine. Voilà, une douzaine de nouvelles, il y a un fil conducteur qui relie ces nouvelles, mais enfin, on va en discuter de manière plus approfondie dans un petit instant. Alors, donc, vous avez reçu pour ces livres, et je voudrais, dans une première question, vous poser la question de la genèse. Pourquoi être revenu à la nouvelle par rapport à vous faites quelle différence? Est-ce que vous préférez la nouvelle ou le roman, ou vous avez envie de revenir aux premières amours, disons? J'ai surtout envie de ne pas toujours faire la même chose. Et ce projet de recueil, je le portais depuis une dizaine d'années. Dans mon esprit, c'est un triptyque, donc vous n'avez là que le premier volume. On verra combien de temps il me faudra pour faire aboutir ce projet. Donc sa genèse, c'est simplement que ce projet était là en gestation depuis longtemps et que mon éditrice chez Belfond, aimant la nouvelle, en ayant lu 3 qui étaient prêtes, a dit banco, on y va. D'accord. Donc c'est 12 nouvelles, donc je disais, il y avait un fil conducteur qui relie un peu ces nouvelles. C'est un peu une analyse de notre société actuelle et éventuellement peut-être... par le prisme de l'anticipation sociale, de ce qu'on appelle aussi la dystopie, c'est-à-dire une projection dans un futur immédiat, en poussant un des curseurs de la société, l'angle que j'ai envie d'aborder dans la nouvelle, jusqu'à sa logique la plus absurde, pour voir dans quelle société on se retrouverait. Oui, enfin, pour certaines, il faut espérer que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pour certaines, pas toutes. On l'espère. Parce qu'il y a quand même une dose également d'humour, quand même. Il n'y a pas uniquement que des nouvelles apocalyptiques. Non, le temps, il y a une dose, le temps très humoristique, cynique, voilà, de manière tout à fait volontaire. Alors, la première nouvelle qui s'intitule Des espoirs des roses, c'est un peu la nouvelle qui vient à la suite de J'envisage de te vendre, puisque c'est un peu c'est de cette nouvelle qui est né le titre de... Voilà, qui est extrait le titre du recueil. Et c'est la nouvelle qui me sert à porter ce recueil, puisque c'est à partir d'elle que j'ai tourné un court-métrage qui porte le même nom que le livre. Et vous jouez les deux rôles d'ailleurs. Voilà, c'est un court-métrage. On a pris un angle avec le réalisateur Hugo Moreau. On a pris un angle assez original et singulier, qui est de reprendre les codes du clip de rap, où on voit le chanteur qui joue plusieurs rôles tout en chantant. Et bien là, je joue le rôle de la mère et le rôle du fils. Et je suis aussi la lectrice du texte. Et la lectrice également. Il y a 3 rôles finalement. C'est ça. Exact. Alors donc c'est le désespoir des roses, c'est l'histoire comme le titre l'indique, d'un fils qui a 25 ans, je crois qu'il a 25-30 ans, envisage il ne souhaite plus vivre chez sa mère, et il envisage de la vendre. Voilà, il est arrivé à cet âge. Avec un fauteuil. Voilà. Oui, 1500 €, fauteuil compris. Il envisage effectivement de se séparer de sa mère parce qu'il est à l'âge où on doit prendre son envol, et au lieu de partir de chez elle pour aller vivre sa vie, ainsi que normalement ça se passe, bien lui, il fait des brocantes. Il décide de la vendre sur une brocante. Dans un marché, puisque nous sommes dans un monde où désormais on peut vendre les gens, un peu comme aujourd'hui, sauf que c'est légal. C'est légal, oui. Donc c'est ce que vous avez voulu exprimer à travers cette nouvelle. Que nous vivons dans une société où finalement tout s'achète, tout se vend. Tout se vend, tout est n'importe quoi. C'est symbolique. Tout est n'importe quoi, et l'être humain est déjà une marchandise comme les autres,
Mais là, encore une fois, c'est institutionnalisé, donc c'est tout à fait normal de vendre des gens. D'ailleurs, sur ce marché, on vend des enfants, on vend un peu de tout. Et alors là, on ne va pas parler bien sûr de la nouvelle en son entier, puisque c'est une nouvelle, donc par définition, une nouvelle c'est très court, donc il faut tout condenser. C'est très difficile d'écrire une nouvelle parce qu'il faut dire l'essentiel en un peu de mots, un peu de phrases. Donc ça va être plus difficile que d'écrire un roman, je suppose. C'est une autre, démarche, difficulté. voilà. C'est une autre difficulté. Il n'y a pas tellement à comparer les deux. C'est une autre difficulté. Il faut se renouveler d'abord. Il faut être capable d'avoir 12 ou 15 idées originales. Il faut mener avec des personnages différents. Et tout en gardant une cohérence tout le long du recueil, puisqu'il y a une vraie cohérence à la fois thématique, aussi par le ton. Qui est utilisé et par le prisme de l'anticipation sociale, bien évidemment. Donc oui, c'est une vraie difficulté. Et puis la nouvelle, c'est une écriture de la tension, en 2 mots, la tension. C'est une écriture nerveuse qui va droit au but. C'est l'art de la fulgurance. Et alors, la seconde nouvelle, par exemple, se passe dans le milieu des médias. Oui, c'est une nouvelle qui reflète un peu l'état de notre société médiatique. De la société médiatique, voilà, où là aussi, tout est bon pour faire de l'audience et tout peut servir à alimenter une émission, y compris quelqu'un qui aurait décidé de se suicider. Et alors, donc, on n'avait pas eu de difficulté à vous inspirer certainement du monde actuel dans l'écriture de votre vraiment c'est pas compliqué. Il suffit d'allumer la télévision, de lire le journal ou d'écouter la radio aussi. Et là on a une mine d'inspiration à portée de main. Il suffit juste de trouver la manière de le dire, l'autre manière de le dire. Et donc cette nouvelle se passe, c'est une personne qui, je ne sais pas s'il faut dévoiler un peu ce qui se passe. Ce qui est intéressant dans chacune de ces nouvelles, c'est qu'on utilise un fait de société, un état de la société actuelle par le prisme d'un individu. D'un personnage. Ce qui est intéressant, c'est d'incarner à travers un destin individuel le destin collectif ou la possibilité du destin collectif. Donc il y a plusieurs personnages. Là, c'est encore un homme. Il y a beaucoup d'hommes dans ce recueil. C'est encore un jeune homme aux prises avec le désespoir absolu que certains connaissent dans leur vie et qui peut les mener jusqu'au suicide. Mais il a été un petit peu inconséquent, c'est que la veille au soir, il a pris une cuite. Et il a écrit à une émission de télévision. Et donc le lendemain, précisément au moment où il a décidé d'en finir, il est contacté par cette émission dont il ne se souvient pas d'ailleurs. Non, il s'en souvient plus. C'est-à-dire que quand on abuse des substances pas illicites, puisque l'alcool n'est pas illicite, mais quand on en abuse, eh bien, il arrive que parfois on ne se souvienne pas très bien de ce qu'on a fait. Et alors donc, on n'a pas dévoilé la suite, puisqu'il va être contacté par des médias et puis voilà, qui vont débouler chez lui, caméra à l'épaule. Caméra à l'épaule, comme on a l'habitude malheureusement de le voir pratiquement tous les jours, comme on le disait tout à l'heure, sur nos écrans. Oui, on est vraiment dans une attitude médiatique qui vient chercher l'individu pour qu'il raconte, là, qu'il pose ses tripes sur la table et qu'il s'expose devant tout le monde sans même mesurer ce que ça va avoir comme impact sur sa vie. C'est la société du grand déballage individuel. La troisième, vous l'avez intitulée Remugle. Parce que il s'agit, vous avez mis l'accent sur l'odeur. Oui, sur l'odorat, sur... L'odorat qui... un des sens, en tout cas, l'odorat qui tout d'un coup part en vrille. Et ça permet aussi de traiter à travers cette idée-là l'histoire d'un couple fusionnel, une grande histoire d'amour qui tout d'un coup, à cause d'une odeur envahissante, va virer à l'apocalypse.
Très bien, nous allons déjà passer à notre première pause musicale. Je crois que vous avez choisi pause musicale. On va annoncer la pause musicale. Oui. Je vous ai amené le dernier album du groupe, ou du duo plus exactement, Obsolescence Programmée, Wade Diban et Cécile No, un duo déjanté qui est toulousain. Et je vous les ai amenés d'abord pour vous les faire découvrir et ensuite parce que on en parlera tout à l'heure. Je vais bientôt collaborer avec Wade Diban à une nouvelle déclinaison transmédia de ce recueil. Je vous en parle juste après la pause. Très bien, mais nous l'écoutons. Faut que je vous parle de mon voisin. Faut que je vous parle de mon voisin. Mon voisin. Mon voisin est un homme savant. Il connaît l'histoire sur le bout de ses dents. Il parle de la France comme d'une femme, jadis si belle et pleine de charme, conquérante et indomptable. Il la raconte comme une fable, de Vercingétorix à Henri IV, de Napoléon à Charles de Gaulle. Ses amants furent tous des héros, glorieux et fiers pendant l'assaut. Mon voisin n'est pourtant pas un sot, il sait le sang sur son drapeau. Mais ne lui parlez pas de quelques défauts, le passé sera toujours plus beau. La France au présent est une trahison, les larmes aux yeux sur son paillasson. Mon voisin cocu pleure sur un passé qu'il n'a pas connu mais qu'il a tant rêvé, que le quotidien au milieu des siens l'insupporte au plus haut point. Il me regarde avec l'air général et prononce sa phrase matinale. Tu sais, la France, c'était mieux avant. T'inquiète voisin, c'est pire demain. La France, c'était mieux avant. T'inquiète pas, c'est pire demain. La France... Oh, faut que je te parle de ma voisine. Ouais, ta voisine. Ma voisine s'est arrêtée de vivre le 10 juillet 61. C'est le jour de son mariage, c'est le jour de son sabordage. Sa référence reste ses 20 ans, sa robe blanche et son prince charmant. En ce temps-là, tout avait plus de goût. Le monde était meilleur, y avait pas tous ces fous. Depuis, l'eau coule sous le pont. Depuis, se flétrit sa passion. Son mari a changé, ses enfants ont grandi. Elle ne reconnaît plus, non, non, son beau quartier chéri. Mais ma voisine est une femme fidèle à ses souvenirs, à son passé modèle. Encadrer les photos, oublier les galères, travestir son passé, vivre dans la poussière. Chaque année est une trahison qui l'éloigne un peu plus de la raison. Le présent fait mentir son glorieux passé. L'avenir est effrayant, vaut mieux pas y penser. Ma voisine me fixe de ses yeux de cocker et me lance sa phrase pleine de mystère. Tu sais ma petite, la vie c'était mieux hier. La France c'était mieux avant. Mais t'inquiète pas, c'est pire demain. La France... Attends, faut qu'on vous parle de notre télévision. La télé. Ouais. Notre télévision est pleine d'économistes. Pourtant dernier cri, nul ne lui résiste. Y a pas mieux dans le monde capitaliste. Lunettes 3D même pour les puristes. On a bien tenté de la faire réparer, mais rien n'y fait, ils y sont attachés. Les économistes qui aiment prophétiser se multiplient comme des rats sous le plancher. On a bien tenté de changer de chaîne, mais comme des cafards ils reviennent. Le message est toujours le même, comme une chanson qui veut faire de la peine. Chers amis, chers Français, l'économie se portait mieux avant. Vous l'avez compris, la crise c'est maintenant. Et demain, les économistes ont remplacé les curés, les chamans, les imams, les députés. La République n'est plus qu'une idée qu'il faut soumettre aux lois du marché. Si vous refusez la soumission, ils prédiront des restrictions. De vos emplois, la suppression. Des taxes, l'augmentation. L'apocalypse se lit sur leurs lèvres. Le plaisir de l'annonce dans leurs yeux. Cette télé nous prend pour des chefs. Nous l'avons sagement jeté au feu. Jeté au feu. Jeté au feu. Moi j'en ai fait des confettis. Des confettis. La France, c'était pas mieux avant.
C'est maintenant que la vie coule sous nos peaux. Cette sensation dépasse vos euros. Et demain, petit économiste, demain, ce sera merveilleux. Ce sera merveilleux. Demain, ce sera superbe. Ce sera superbe. Demain, petit économiste, ce sera superbe. Wonderful. Ce sera wonderful. Bonjour, c'est Jean-Pierre. Je vous amène à la rencontre d'un écrivain pendant 1 heure ce mercredi sur Altitude FM. Parole d'écrivain, une émission qui se lit ce mercredi de 17h à 18h sur Altitude FM. Oui, bien, nous revenons à Frédéric Martin et à son livre. Mais vous, auparavant, je crois que vous vouliez faire un commentaire sur le... Alors oui, donc comme vous avez pu l'entendre, et vous qui avez lu le livre, j'ai pas choisi cette chanson et celles qui suivront au hasard parce qu'il y a de grands points de rencontre entre le travail de Waïd Diban et le mien. Et donc cette première chanson illustre parfaitement au moins 2 des nouvelles du recueil. Donc c'est parfait. Et donc ce que je voulais dire, c'est voilà. Et vous allez être le premier parce qu'on n'a pas encore communiqué là-dessus. Donc je vous ai gardé la primeur. Nous avons, Waïd Diban et moi-même, décroché une des bourses de création du Marathon des mots. Et en juin, à la salle de José Cabanis, nous donnerons une création visuelle et sonore autour de ce recueil, qui sera donc une autre des déclinaisons transmédia, puisque je fais tout un travail de déclinaison transmédia autour du recueil. On a le court-métrage, on a la lecture de la première nouvelle en numérique, on va avoir le spectacle et d'autres surprises, mais que nous garderons pour plus tard. Plus tard, très bien. Et à présent, vous allez nous lire un extrait de la première nouvelle. Voilà, je vais vous lire un extrait du Désespoir des roses, la première nouvelle du recueil qui a donné donc le titre J'envisage de te vendre, j'y pense de plus en plus. L'autre jour, j'ai vendu ma mère. C'était au libre marché des Saints-Sauveurs, celui qui est ouvert aux particuliers 2 fois l'an dans les villes importantes. J'ai préféré m'en charger moi-même plutôt que d'en confier le soin à l'un des grands marchands. Ils parlent bien et d'abondance, mais n'ont aucune parole. Il ne faut pas croire. Je l'aime, ma mère. C'est ce que je lui ai dit. Je t'aime, maman. Ne l'oublie pas. Mais il arrive un jour où l'on doit quitter ses parents et brûler tous ses maîtres. Mon père est mort depuis longtemps. Pour lui, la question ne s'est pas posée. Elle est partie vers 15 heures. On ne peut pas dire qu'on se la soit arrachée. Elle n'est pas si vieille pourtant et toujours en excellente santé. Elle ne m'encombrait pas non plus. C'est plutôt une question de mesure ou d'équilibre. Et lorsqu'un cycle prend fin, c'est qu'il est temps d'en finir. Pour quitter l'enfance, vendre sa mère est indispensable. Je ne suis pas le seul à défendre ce point de vue, mais je n'ignore pas ce que d'autres en pensent. Ils trouvent la solution un peu trop radicale. Des hypocrites, pour la plupart, qui s'empresseront de mener tous les vieux à leur charge dans ces endroits mortels qu'on appelle maisons de retraite. D'autres les garderont auprès d'eux, réduisant peu à peu leur espace, les poussant vers le lit de plus en plus tôt, comptant sur l'ennui sale des journées interminables pour les user jusqu'à la corde. Quelques-uns les aimeront peut-être encore assez pour leur laisser une place, un coin quelque part, là, en attendant. Je ne veux pas de ces histoires chez moi. Ma mère est aimante et très active. C'est ce souvenir que je garderai d'elle. C'est pourtant vrai qu'elle tissait autour de moi une toile invisible, gluante et qui me retenait de grandir, le cœur piégé dans un autre battement que le mien. Merci. Oui, alors la troisième nouvelle, je crois que c'est un problème de voisinage. Quelqu'un qui ah oui, la rue des bons voisins. La rue des bons voisins, hein, si vous l'avez intitulé. Hein. Oui, c'est un problème de voisinage, un problème assez courant. Assez courant, voilà. Hein, vous savez, on a des émissions, on a toujours des émissions sur les voisins qui se disputent pour une branche de noisetier qui déborde ou une fenêtre qui donne sur le jardin, enfin, ce genre de choses. Et on a des gens qui viennent pour les aider à régler leurs problèmes. Alors, dans ce monde-là, eh bien, le problème de voisinage, il est réglé par des milices de voisins qui s'organisent pour faire régner l'ordre qu'ils ont décidé de mettre en place.
Et donc, on est au cœur de Paris, dans la rue des Bons Voisins, où un jeune homme un petit peu bruyant, un petit peu jeune, un petit peu loufoque, vient s'installer et mal va lui en prendre. Oui, parce qu'il dénote un peu dans ce climat un peu... Dans cette rue où rien ne bouge, voilà, où même l'eau des caniveaux est d'une propreté éblouissante, c'est vrai qu'il fait un peu tâche. Enfin, on ne dévoilera pas comment se termine cette cohabitation très particulière. Nous allons laisser le plaisir de lecture au lecteur. Et une autre nouvelle que vous avez intitulée « Les Alliances ». Alors les alliances, bien sûr, automatiquement, on pense au mariage. Oui. Vous savez que de plus en plus, on peut faire sponsoriser son mariage, ce qui permet d'avoir un grand mariage avec quelques quand même contraintes collatérales. Et donc, à travers l'histoire d'une rivalité entre deux femmes, deux amies de très longue date, des meilleures amies, comme on dit, à travers l'histoire d'une rivalité qui va se nouer et exploser le jour du mariage de l'une d'entre elles, ça me permet d'aborder aussi le mariage comme par le prisme du contrat et de l'engagement qui n'est pas qu'un engagement de deux individus l'un envers l'autre. C'est une nouvelle que beaucoup de gens apprécient. Vous avez des échos, là, des retours Oui, j'ai beaucoup de retours. D'abord, j'ai une belle communauté de blogueurs et je les remercie publiquement parce qu'ils font un travail remarquable. Ils se passent le livre, ils le chroniquent, ils le font connaître, ils relaient mon court-métrage et j'ai beaucoup de chance d'avoir ces blogueurs à mes côtés. Voilà, je les remercie encore une fois. Parce que vous avez un site et un blog, donc, et vous avez donc des retours par l'intermédiaire de ce blog, de ce site. Non, même pas. Chaque blogueur a son propre blog et sa propre communauté de lecteurs et c'est un travail de critique littéraire qu'ils font, mais de critique littéraire populaire au bon sens du terme, démocratique et populaire, où ils parlent des livres qu'ils aiment et parfois aussi des livres qu'ils n'aiment pas. Et j'ai la chance qu'ils aiment les miens, donc... Voilà. Et ces livres, ils les achètent dans les librairies. Comment vous avez des retours de ce côté-là? Ils les achètent. Comment parfois, ils les connaissent par le bouche à oreille Mais oui, justement, un blogueur en parle, d'autres le reprennent, ça leur donne envie de le lire. Parfois les maisons d'édition qui ont compris tout l'intérêt aussi des blogueurs et de la diffusion possible de cette immense production littéraire que nous avons chaque année, leur envoie des titres. Voilà, c'est varié. C'est un peu l'aventure individuelle. Les blogueurs, ils ont leur propre façon de fonctionner et je leur souhaite de rester libres. Bien sûr. Alors, dans une autre nouvelle, le pompon du Mickey. Alors là, c'est là aussi pareil. C'est le pompon du Mickey. C'est le pompon du Mickey, voilà, J'adore ce titre, le pompon du Mickey. L'action se passe dans une grande surface, je crois, un magasin. Oui, chez Lephora. Chez les Lephora, voilà, oui. Magasin de on comprend beauté. À peu près ce que... Voilà. Là, c'est le monde du jeu. On est dans un monde où le jeu est devenu obligatoire. C'est comme ça que l'État prélève sa dîme sur chaque individu. Impôt déguisé, oui. Voilà. Non, là, il n'est pas déguisé. Non, il n'est pas déguisé. Très officiellement, il y a une organisation, des fonctionnaires qui sont assermentés et qui surveillent que les gens jouent effectivement le quota de jeu obligatoire. Sinon, ils sont, bien entendu, ils ont des amendes. Et donc, par l'histoire d'Isabelle, qui doit sortir pour aller s'acheter un savon, un savon d'Alep, la pauvre. Un savon d'Alep. Elle va se retrouver dans un grand magasin à un très mauvais moment. Le moment où le gros lot va être distribué. Et alors, nous ne dirons pas ce qui va se passer. Non, mais je vous lirai un extrait après. Mais vous lirez un extrait tout à l'heure. C'est ça. Très bien. Mais nous approchons très bien déjà de la demi-heure de discussion. Ça passe vite, finalement. Et nous allons donc écouter, je crois, un second morceau de Obsolescence programmée, donc White Diban et Cécile No. Très bien, mais nous l'écoutons tout de suite.
Le sommeil me gagne, il gagne du terrain. Si je n'y prends pas garde, si je me garde bien de rester éveillé, le sommeil me tient. Avec ses yeux vitreux, son sourire charmeur, avec ses habitudes et sa grande confusion, le sommeil me tient. Pourquoi j'ai l'impression qu'il faut que je me réveille? Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas moi qui tire les ficelles? Pourquoi j'ai l'impression qu'il faut que je me réveille? Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas moi qui tire les ficelles? Pourtant je ne dors pas, non je ne dors pas. Puisque je souris, je dis bonjour, je suis poli. Non je ne dors pas, non je ne dors pas. Puisque je tempête contre le temps, l'argent, le sens du vent. Et puis je travaille, j'ai des amis, une vie sexuelle, un compte Twitter. Je suis free. Pourquoi j'ai l'impression qu'il faut que je me réveille? Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas moi qui tire les ficelles? Pourquoi j'ai l'impression qu'il faut que je me réveille? Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas moi qui tire les ficelles? Faudrait que je remonte le fil jusqu'au mec là-haut. Faudrait que je remonte le fil, qu'il me lâche la bride. Faudrait que je remonte le fil pour prendre en main mon destin. Que je sois enfin capitaine, que ce soit moi qui tire les ficelles. À moi la barre, je vais rattraper le temps perdu. Foutre à l'eau tous les parvenus, les poids morts, les idées reçues, les croyances conformes. Hisser grand la voile, direction l'inconnu. Mais pas maintenant, pas maintenant, non. J'attends le bon moment, pas maintenant. J'attends le déclic, le déclic. Un petit clic pour une grande claque, ouais, qui réveillera mon capitaine, celui qui dort au fond de la cave. Pourquoi j'ai l'impression qu'il faut que je me réveille? Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas moi qui tire les ficelles? Pourquoi j'ai l'impression qu'il faut que je me réveille? Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas moi qui tire les ficelles? Hey, 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 tous tes droits sont là, en bas, c'est toi qu'on attend, comme ça, impatient. On crie, lève les bras, tous tes droits sont là. En bas, tout ce que ta démocratie a vendu. En bas, on espère ta venue. En bas, on ne l'imaginait plus. Avec nous, c'est le fil de ta vie que tu peux changer. Avec nous, c'est le fil de ta prison que tu peux couper. En bas, la rue est maintenant noircie. En bas, le projet est devenu une révolution. Ce moment, tu l'as tant attendu. Tant attendu, tant attendu. Que j'ai appris à faire sans. 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 Sans mes droits, sans espoir. Sans pouvoir, sans amour. Sans condition, sans imagination. Comme une vague de fond, leurs cris m'assourdissent. Mais que fait la police? La rue veut que j'agisse, hein? Mais pas maintenant, pas maintenant. Maintenant je suis pas si mal, pas maintenant. J'ai connu pire, faut voir le bon côté de la médaille. Au fond de la cale, c'est pas si mal. Au fond de la cale, c'est même confort. Au fond de la cale, t'es bien calé. Tu te laisses bercer, te laisses porter par le courant, les événements, le sens du vent. Au fond de la cale, la mer te berce comme un enfant. Pourquoi tu Bonjour, c'est Jean-Pierre. Je vous amène à la rencontre d'un écrivain pendant une heure ce mercredi sur Altitude FM. Parole d'écrivain, une émission qui se lit ce mercredi de 17h à 18h sur Altitude FM. Oui, eh bien, nous allons écouter Frédéric Martin qui va nous lire un deuxième extrait de son livre. Nous vous écoutons.
Alors je vais vous lire un extrait du Pompon du Mickey dont nous parlions juste avant la pause musicale. Isabelle arracha délicatement la croûte blanche qui se détacha de son coude pour virevolter jusqu'à la basque du pull les sillons mêlés. Cette saleté de psoriasis ne lui laissait aucun répit. Elle traînait cette plaie continuelle dans ses articulations, dans les plis de ses oreilles, à la lisière des cheveux, dans les sourcils parfois, et jusque sous les ongles au printemps. Encore pouvait-elle s'estimer heureuse de ne pas être défigurée. Imaginer sa peau atteinte de dinguerie se reproduire sans retenue l'avait toujours dégoûtée. Elle y voyait quelque chose de sexuel. Freud, ce grand pervers, ne l'aurait pas contredite. Toujours est-il qu'elle allait encore devoir se graisser les coudes au dermaciné pour avoir la paix quelques jours. Quittant la fenêtre dont elle s'était approchée pour bénéficier d'un peu de lumière, elle revint vers le canapé. Elle repoussa la couverture, la boîte de mouchoirs et une espadrille dépareillée pour caser ses 87 kilos et entreprit de trier les prospectus. Papier rouge. Loto des pompiers. Premier prix, un cochon. Oh, elle subissait déjà son voisin, ça devrait suffire. Papier bleu, une tombola musicale. On y gagnait une journée de danse avec un partenaire de sexe indéterminé. Idem que pour le cochon. De surcroît, elle avait 2 pieds gauches et un sens du rythme versatile. Papier orange, un quiz culturel contre un smartphone. Elle en avait déjà un et personne ne l'appelait. À part pour lui proposer des produits mirifiques et des énigmes bidons où les questions étaient toujours idiotes et dans ces cas-là, elle l'aurait parié, les lots sont minables. Changer de portable n'était pas une urgence. Papier vert, chasse au trésor écologique. 1 an de fruits et légumes à cueillir. Voilà qui était enthousiasmant. Le goût des fraises, la saveur des tomates, le croquant d'une courgette, elle avait de plus en plus de mal à se les remémorer. Que la majorité de gens soient dans ce cas ne la consolait en rien. Isabelle n'avait pas l'esprit revanchard. La médiocrité des autres n'arrivait pas à l'anoblir. Elle mit le papier vert de côté. Elle s'en occuperait en fin de journée. La radio diffusait une chanson peu connue de Mélodie Gardot. Quelques minutes plus tôt, Isabelle avait essayé de gagner le téléchargement gratuit et 2 places pour son prochain et peut-être dernier concert, vu l'âge qu'atteignait l'icône d'un jazz désormais défunt. La bataille était rude et la victoire improbable pour accéder à cette soirée de légende. Isabelle avait pourtant lancé son appel dans la seconde qui avait suivi le top départ, sans réussir à obtenir l'opératrice. Pas une seule fois. Ces prix-là faisaient partie des plus convoités et difficiles à décrocher. Elle n'avait jamais croisé de miraculé et s'interrogeait comme tout le monde. Les grands prix, les jackpots, semblaient toujours remportés par des personnages mystérieux qui s'empressaient de se fondre dans l'anonymat par mesure de sécurité. Une polémique secouait les parieurs depuis plusieurs mois. La rumeur prétendait, relayée par les médias, qu'il n'y avait en réalité que des cacahuètes à gagner. Les gains prestigieux n'existeraient pas, le gros lot serait une fable. Merci. Oui, il y a une nouvelle aussi qui m'a beaucoup plu. Alors, c'est le couple qui attend un enfant. Enfin, je dis attend un enfant. Oui, qui attend. C'est une façon de parler, bien entendu. Oui, c'est la nouvelle qui est vraiment au mi-temps du recueil. C'est la nouvelle de Bascule, parce qu'il y a quand même une progression tout au long de ce recueil. Et plus, nous allons voir ensuite, plus on avance et plus ça prend de l'ampleur. Donc celle-là, elle est assez particulière puisqu'elle se présente comme une pièce de théâtre. Uniquement, il y a un dialogue entre elle et lui. Un dialogue entre elle et lui. Alors ils veulent avoir un enfant, elle et lui, et ils sont dans un monde où on peut choisir sur catalogue toutes les caractéristiques de l'enfant qu'ils vont avoir et bien d'autres choses encore, et qu'on découvrira au fur et à mesure de ce dialogue justement qui est assez presque absurde, un petit peu et avec toute mesure gardée à la UNESCO. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, un petit peu à la UNESCO. C'est ça.
Oui, parce que je viens de voir la créatrice Chauve, justement. Moi aussi. La semaine dernière. Au TNT, avec entre autres Régis Lux, que je connais bien. Ah bon. Oui, ça me fait penser un peu à ce genre de... Je vous recommande d'y aller s'il reste des places. Oui, j'y suis allé. Et c'est vrai que c'est un dialogue, comme vous dites, à l'absurde. Limite à l'absurde, bien entendu, puisque c'est de l'antithéâtre, un peu UNESCO. C'est pas le théâtre classique, bien entendu. Voilà, alors justement, vous en parlez, c'était une progression. Et là, la nouvelle suivante s'intitule La grève des morts. Et là, on passe par exemple de l'autre côté. Ce n'est pas la naissance. Elle est plus tendre, celle-là, plus. Oui. Hein, oui. C'est un mot qui revient souvent, tendre, pour cette nouvelle. Oui. Par rapport aux autres, c'est vrai que celle-là est. Oui. On me pose beaucoup de questions sur la fin de vie et ce qu'on appelle une fin de vie digne. Donc dans ce monde, l'euthanasie a été légalisée et ça a donné un monde dans lequel très rapidement de la notion de choix, on passe à la notion de décision, c'est-à-dire est-ce que tu vas faire ce choix ou plutôt quand vas-tu faire ce choix. Et c'est ce qui arrive au héros de cette nouvelle qui est atteint d'un cancer. C'est inutile de chercher une maladie exotique alors que celle-ci est tellement présente dans nos sociétés. Il est atteint d'un cancer et il voit autour de lui tout son entourage le pousser à prendre une décision plutôt que de faire un choix. Et donc à travers ce qui lui arrive, à travers les gens qu'il va rencontrer, notamment une association dans laquelle il va aller, conduit par son fils, j'avais envie de parler de la dangerosité qu'il peut y avoir à pousser les plus fragiles à prendre des décisions qu'ils ne sont peut-être pas en mesure de prendre ou qu'ils n'ont peut-être pas envie de prendre. C'est un peu différent du livre de Noël Châtelet alors finalement, parce que elle, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est au sujet de sa mère. Sa mère, voilà, mais qui n'était pas malade, elle, qui avait décidé de se suicider. Voilà, alors qu'elle était âgée, mais elle n'était pas atteinte de quoi que ce soit, d'une maladie. Donc c'est un peu, c'est pas du tout dans le même cas de figure, disons. Puisque là, c'est pas la même chose. Pas la même chose, mais là il s'agit d'un choix individuel fait en dehors d'une contrainte ou en tout cas en dehors de la douleur de la maladie. Là dans le recueil, mais c'est bien que plusieurs personnes abordent ce thème qui est un terme important et grave de différents biais, parce que je crois qu'il faut vraiment y réfléchir. Il faut vraiment y réfléchir et peser ce que ça signifie, ce que ça veut dire, et surtout ce que ça implique pour les gens les plus fragiles, encore une fois. C'est là où mon inquiétude se pose le plus, où mon attention se pose le plus. Voilà. À travers ces nouvelles, vous posez des questions finalement d'ordre philosophique, moral et sociétal, quoi. Évidemment. Oui. C'est ça. Hein. C'est le but. C'est le but, oui. C'est le but du travail d'écriture. À travers la fiction, et à travers une fiction qui soit assez courte, assez nerveuse, de laisser au lecteur des questions, l'envie d'y réfléchir, peut-être de s'interroger, de se documenter, d'aller voir, je sais pas, une étude sociologique, un bouquin, un essai. Mais voilà, c'est ce que je veux dire, on pourrait très bien traiter un documentaire, voilà. Sous forme d'essai. Si certaines de ces nouvelles donnent cette envie-là, alors c'est chouette. C'est réussi. C'est réussi. Et la suivante, donc, vous l'avez intitulée Droit de visite. La justice populaire. C'est la justice, voilà. La vengeance, en quelque sorte. Le thème de la vengeance. Que se passerait-il si la justice n'était plus le tiers qui se met entre le bourreau et la victime, mais si les victimes pouvaient faire justice elles-mêmes. Donc à travers cette nouvelle, encore une fois à travers une histoire individuelle, c'est un tueur en série, on le découvre très vite dans la nouvelle, qui reçoit toute la journée des visites des proches de ses victimes. Et il va rencontrer Daniel, qui vient lui parler de sa femme, qui a été violée et assassinée par cet homme. Et à travers tout le discours de Daniel, qui est quand même un long monologue, puisque l'assassin n'a pas le droit de parler, il n'est pas en mesure de réagir. On explore toutes les questions que se pose cet homme devant la question de la vengeance et de la justice populaire. Et la suivante, alors là, par contre, celle-là, elle m'a touché, celle-là aussi.
fait touché. Bon, par contre, ça veut dire que les autres ne vous ont pas touché. Non, toutes m'ont touché. Mais celle-ci sur des vous a arrêté plus particulièrement. Oui, parce qu'elle était même inquiétante, celle-là, sur l'organisation des consciences unies. Alors là, elle l'avait intitulée Doloris. Oui. Alors je tiens, c'est vrai que, oui. parce que là, on parle de religion dans cette nouvelle. On parle d'une société dans laquelle les religions se sont regroupées sous l'appellation des consciences unies, de l'organisation des consciences unies, et ce sont elles désormais qui font la loi. Voilà. Alors je tiens à dire que cette nouvelle a été écrite et rendue au mois de juillet dernier, donc il ne faut pas y voir une tentative de ma part d'utiliser des événements tragiques. C'est juste une synchronie entre des préoccupations et des questionnements que j'avais et des événements. Voilà. Donc effectivement, elle prend une résonance toute nouvelle que je n'avais pas prévue. On est dans une société où chacun se surveille d'abord lui-même. C'est ça, un peu que les religions, quand elles sont poussées à leur paroxysme, demandent et exigent des individus, c'est une autosurveillance. Donc, dans cette société-là, on s'auto-régule et 2 fois par mois a lieu une sorte de... Un conseil. Oui, de grands conseils au cours duquel est examiné le cas d'une personne tirée au sort. Et à travers l'histoire d'un couple dont l'un des deux a été convoqué, on va voir d'abord comment ça se passe dans cette société où les règles ont bien changé par rapport à la nôtre et ce que ça veut dire de s'auto-surveiller et de surveiller les autres en permanence. Très bien, nous arrivons à notre dernière pause musicale et nous allons toujours écouter, je pense. Et nous allons toujours écouter Obsolescence programmée. Je sors de chez moi, le casque sur les oreilles, ma musique et moi. On monte dans le bus, bonjour au contrôleur, comme tout le monde. Périphérique, 9h du mat, nous sommes 92 923. Les autres sont si proches, je pourrais presque les toucher. En première classe, je veux de l'espace, je prends cette place. Tous veulent mon siège, je le chéris, un seul ennui. À l'arrière de ma BM, avec mes vitres teintées. Sur mon trône de cuir molletonné, je me sens puissant. T'es tout seul, s'il vous plaît. Merci. T'es toute seule. Dans mes petits souliers, dans mon petit tailleur avec mon petit cartable. Toute seule. En réunion d'affaires, je suis imbattable. T'es toute seule. Entourée de centaines de maillots sur ce bateau, le mien face à la mer. Cette croisière, je l'ai payée, je la mérite, non? 24 yaourts, plus de gratis, 52 bâtons de surimi. Toute l'année, mon frigo chante, il me dit avec une seule main, je commande ce que je veux, ouais. 1. Les infos. 2. Reality show. 3. Oui, c'est bon. S'il vous plaît. T'es tout seul. Face aux yeux de ma femme, desquels je suis absent, elle se sent Toute seule. Je paye ce temps passé à l'oublier et sur la photo de famille. T'es tout seul. T'es toute seule. Dans ma petite robe à paillettes, coiffée, maquillée, prête. Toute seule. J'attise le désir, je décroche des sourires. Oui mais en fait t'es toute seule. Ouais bah, toute seule. bah pareil, toi aussi t'es tout seul. Non, c'est toi qui es toute seule. Alors là, tout seul, hein, pas du tout. aussi. Non, T'es toi-même. tout seul. T'es tout seul, je te dis. Non, c'est toi. Tais-toi. En attendant le Père Noël ou les 12 coups de minuit, je devrais me sentir euphorique, mais je suis tout seul. En attendant le Père Noël ou les 12 coups de minuit, je devrais me sentir euphorique, mais
Bonjour, c'est Jean-Pierre. Je vous amène à la rencontre d'un écrivain pendant 1 heure ce mercredi sur Altitude FM. Parole d'écrivain, une émission qui se lit ce mercredi de 17h à 18h sur Altitude FM. Oui, bien, nous revenons à Frédéric Martin qui va nous lire un dernier extrait de son recueil de nouvelles. Voilà, et en parfaite osmose avec la chanson qu'on vient d'écouter, on va se retrouver avec Luc qui est tout seul. Luc avait décidé que 7 heures serait le bon moment pour se pendre. Il s'était remémoré, non sans ironie, le vieil adage sur ceux qui se lèvent tôt, à qui le monde appartient, paraît-il. Mais 7 heures, s'était-il ravisé illico, ce n'est pas non plus l'aube blême. Il avait choisi le lundi parce que le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Alors que le dimanche lui rappelait trop les roses blanches et « Tiens ma jolie maman !» Et là non, c'était pas possible. Même pour un gars comme moi, avait-il ajouté mentalement. La nuit précédente, il n'avait pas trouvé le sommeil et le matin de l'échéance, il se réveilla en retard. Il en fut piqué au vif et y vit un mauvais présage. Hagard, les nerfs électrisés, il perdit encore de longues minutes à se dévisager dans la salle de bain. Après cette inspection minutieuse, il résolut de ne pas se raser, de procéder à une toilette sommaire et de s'asperger de parfum. Il se masturba sans conviction, éjacula de même, la chair aussi triste que la veille, les yeux rivés sur son double. Puis il ingurgita 2 cafés, debout, en regardant par la fenêtre le parking de la résidence, comme un lundi ordinaire. Il eut la tentation de poursuivre dans son élan, attraper ses clés, claquer la porte et se rendre au bureau. Le souvenir des lettres postées le dimanche après-midi l'en empêcha. Cependant, il était incapable de déterminer ce qui le retenait le plus, de sa mère épouvantée ou de son patron éructant. La première recevrait un ramassis d'excuses et de plaintes mêlées, le second une litanie d'insultes. Quand Luc buvait en compagnie, il parlait sans interruption. Quand il s'alcoolisait seul, il écrivait sans retenue. Il n'avait pas la force d'affronter la suite logique de son inconséquence. Hospitalisation, thérapie, licenciement, ni le ridicule qui entacherait son désespoir après cet épisode. Jusqu'alors, ses résolutions morbides du week-end avaient trouvé leur apaisement dans de salutaires gueules de bois. Il se réveillait le lundi sous le coup de la migraine, vomissait pour la forme et passait la journée à se dorloter, soulagé malgré lui de s'en être sorti encore une fois. La semaine se poursuivait tant bien que mal, puis le vendredi déboulait et avec lui se profilait le cortège des idées noires. Il avait beau sortir, lire, courir, danser, aller au cinéma. Quoi qu'il fasse, le dimanche restait une épreuve de haut niveau. C'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman. Merci. De rien. La première fois que je la fais. Oui, alors donc, il y a 2 nouvelles encore, dont on va parler très rapidement, bien sûr. La prophétie de la goutte d'eau. Alors là, c'est... l'eau, c'est l'or noir de demain. Oui. L'eau est surveillée attentivement par certaines grandes puissances internationales qui voudraient bien attraper les réserves d'autres pays. Donc l'eau... nous sommes constitués, je crois, à 90% d'eau, ou peut-être même plus que ça. Sans eau, on ne tient pas 48 heures. Alors là, on est dans un monde où l'eau manque, ça commence dans certains pays. Dans certains pays, oui. Ça commence, malgré ce que la pluie voudrait nous faire croire. Et là, c'est une nouvelle assez énergique, puisque dans celle-ci, c'est le peuple qui a pris le pouvoir. Et c'est le peuple qui va dire qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour qu'on arrête toutes ces conneries. Et dans la dernière, alors vous avez intitulé Les Manquantes, alors là, par contre, il y a beaucoup de femmes dans cette nouvelle. Ah ben non, justement, on en manque dans cette nouvelle. Enfin, on en manque. Oui, on en manque, mais elle joue un rôle quand même. J'ai été vraiment frappée par plusieurs documentaires qui expliquent dans plusieurs pays, de par la sélection des naissances, de par
le sort qui est réservé aux petites filles ou celui qui est réservé aux femmes, on a des pays dans lesquels les femmes commencent à manquer. C'est-à-dire que la tendance qui fait que la population, il y a plus de femmes que d'hommes, cette tendance s'inverse et on se retrouve dans certains villages, dans des zones où il y a énormément d'hommes et très peu de femmes. Ce qui donne des civilisations, en tout cas des populations extrêmement agressives, violentes, avec des agressions répétées sur les femmes qui sont encore là. Et donc, dans cette nouvelle, c'est de ça qu'on parle. Les manquantes, ce sont les femmes qui viendront à manquer si on continue de les exterminer aux quatre coins de la planète. Et j'ai imaginé que cela allait avoir des répercussions immédiates sur les populations comme les nôtres, où les femmes sont plus abondantes, on va dire. Sûr. Donc, qui dit pénurie d'un côté et abondance de l'autre, parle de vases communicants. C'est un peu comme l'or noir, c'est un peu comme l'eau. On va vouloir se les accaparer. Très bien. Alors moi, je voulais vous poser une question d'ordre général, mais en ce qui concerne ces nouvelles. Quel est votre Est-ce que vous avez ce que l'on appelle couramment des tics d'écrivain? Est-ce que vous les écrivez les unes à la suite des autres? Vous revenez sur l'une Est-ce que vous les écrivez d'une manière chronologique? Comment ça se passe, votre processus de création, disons, littéraire? Mon processus, il change à chaque livre. Celui-là, je parle pour celui-là. Pour celui-ci, les nouvelles sont effectivement quasiment dans un ordre chronologique, parce qu'il y a une montée en puissance dans l'exploration des mondes qui sont proposés. Donc j'ai eu plusieurs fois, et ça me fait vraiment plaisir, ce retour-là, qu'à la fois il y avait une grande cohérence et que le recueil se lisait comme un tout, et qu'on arrivait à la fin à avoir une vision globale de monde à plusieurs facettes. Voilà. Et c'était un peu l'idée. Donc je suis vraiment contente d'avoir ce retour-là et de me dire que j'y suis arrivée. Et vous avez mis combien de temps en gros J'ai travaillé pendant 1 an et demi. 1 an et demi sur ce recueil, oui. Entre le moment où on a dit OK, on y va, et le moment où le texte final a été approuvé. Et par rapport à un roman, c'est plus difficile, c'est plus facile à écrire, c'est différent. On a déjà évoqué ça tout à l'heure. Ce sont des difficultés tout à fait différentes. Le roman demande d'entrer dans un approfondissement. C'est une écriture de plus longue haleine, les personnages sont fouillés de manière différente. Voilà, c'est une autre difficulté que le recueil, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Et au niveau de l'édition, je ne vais pas parler de celui-là, bien entendu, puisque là vous êtes lancé, mais au départ, est-ce que ça a été difficile pour vous de vous faire éditer, ou comment ça s'est passé pour le premier livre? Le premier, j'ai mis 10 ans. 10 ans. J'ai mis 10 ans pour le premier. C'était un recueil de nouvelles. C'était Les Chartes du Silence dont vous avez parlé tout à l'heure, qui a eu le prix Prométhée de la nouvelle. Ça a été le premier livre, mais auparavant j'avais publié en revue et en recueil collectif pendant cette dizaine d'années où j'ai écrit des textes qui ne paraîtront probablement jamais. Je faisais mon travail d'apprentissage. L'écriture, ça se travaille. Voilà. Aujourd'hui, je suis lancée, mais enfin, les preuves sont toujours à faire à chaque livre. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on a publié plus d'une dizaine de livres, plus d'une cinquantaine de textes épars que pour autant, on est définitivement établi. Non, ça, je ne crois pas. D'autant qu'on est dans une période de grande mutation. On se pose beaucoup de questions sur le devenir des auteurs, sur le devenir du modèle tel qu'il est, du modèle de ce qu'on appelle la chaîne du livre telle qu'elle existe à l'heure actuelle. Et donc, les explorations transmédia que je fais à travers ce recueil reflètent les questions que je me pose moi-même en tant qu'auteur et que d'autres se posent avec moi. Et vous avez un livre en préparation en ce moment ? J'ai 3 projets sur lesquels je réfléchis, mais je ne me suis pas lancée encore dans la rédaction. Des romans, des nouvelles ? Il y a effectivement soit la suite, un second recueil qui serait axé sur les promesses que nous fait
la science à très court terme, à très court terme, la robotique notamment. Mais j'ai 2 autres projets qui sont des projets romanesques. Voilà, je suis en train de réfléchir. Un livre, ça se pense en amont, avant en tout cas, moi, je le pense en amont avant de me mettre à écrire. D'accord. Eh bien, très bien. Mais je pense que nous arrivons pratiquement au terme de notre émission. Mais je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Mais merci de m'avoir invité, Jean-Pierre. J'espère avoir le plaisir de vous recevoir lors d'un prochain livre, bien entendu. Et je conseille bien sûr à nos auditeurs de vous plonger, parce que ça vaut vraiment la peine, de ce recueil de nouvelles dont je redis le titre, J'envisage de te vendre, j'y pense de plus en plus, aux éditions Belfond, par Frédéric Martin. Merci et à très bientôt, je l'espère. À très bientôt, Jean-Pierre. Merci. Merci. Au revoir.